Bonsoir, 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 c'est Opal, 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 ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour la suite de la lecture de Tristan et Isolde. Je ne sais pas combien de chapitres je vais lire ce soir, peut-être 2 ou 3. Ça dépendra du temps que ça prend. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Mais il ne reste plus beaucoup de chapitres. Enfin, encore quelques-uns, mais voilà. C'est parti. Chapitre 13. La voix du rossignol. Quand Tristan rentrait dans la cabane du forestier, Ori eut rejeté son bourdon et dépouillé sa chape de pèlerin. Il connut clairement en son cœur que le jour était venu de tenir la foi jurée au roi Marc et de s'éloigner du pays de Cornouailles. Que tardait-il encore? La reine s'était justifiée, le roi la chérissait, il l'honorait. Arthur, au besoin, la prendrait en sa sauvegarde et, désormais, nulle félonie ne prévaudait contre elle. Pourquoi plus longtemps rôder aux alentours de Tintagel? Il risquait vraiment sa vie et la vie du forestier, et le repos d'Iseut. Certes, il fallait partir, et c'est pour la dernière fois sous sa robe de pèlerin à la blanche lande qu'il avait senti le beau corps d'Iseut frémir entre ses bras. 3 jours encore il tarda, ne pouvant se déprendre du pays où vivait la reine. Mais quand vint le 4e jour, il prit congé du forestier qu'il avait hébergé et dit à Corvenal: « Beau maître, voici l'heure du long départ. Nous irons vers la terre de Galles. » Ils se mirent à la voie, tristement dans la nuit, mais leur route longeait le verger enclos de pieux où Tristan, jadis, attendait son ami. La nuit brillait, limpide, au détour du chemin, non loin de la palissade. Il vit se dresser dans la clarté du ciel le tronc robuste du grand pin. « Beau maître, attends sous le bois prochain, bientôt je serai revenu. »« Où vas-tu? Fou, veux-tu sans répit chercher la mort ?» Mais déjà, d'un bond assuré, Tristan avait franchi la palissade de pieux. Il vint sous le grand pin, près du perron de marbre clair. Que servirait maintenant de jeter à la fontaine des copeaux bien taillés? Iseut ne viendrait plus. À pas souple et prudent, par le sentier qu'autrefois suivait la reine, il osa s'approcher du château. Dans sa chambre, entre les bras de Marc endormi, Iseut veillait. Soudain, par la croisée entr'ouverte où se jouaient les rayons de la lune, entra la voix d'un rossignol. Iseut écoutait la voix sonore qui venait enchanter la nuit, et la voix s'élevait plaintive et telle n'est pas le cœur cruel, pas de cœur de meurtrier. Qu'elle n'eût attendri, la reine songea d'où vient cette mélodie. Soudain, elle comprit. Ah, c'est Tristan. Ainsi, dans la forêt du Mauroy, il imitait pour me charmer les oiseaux chanteurs. Il part, et voici son dernier adieu. Comme il se plaint, tel le rossignol quand il prend congé en fin d'été à grande tristesse. Ami, jamais plus je n'entendrai ta voix. La mélodie vibra plus ardente. Ah, qu'exiges-tu? Que je vienne? Non. Souviens-toi d'Augrin l'ermite et des serments jurés. Tais-toi, la mort nous guette. Qu'importe la mort, tu m'appelles, tu me veux, je viens. Elle se délaça des bras du roi et jeta un manteau fourré de gris dans son corps presque nu. Il lui fallait traverser la salle voisine où, chaque nuit, 10 chevaliers veillaient à tour de rôle, tandis que 5 dormaient, les 5 autres en armes debout devant les 8 et les croisés qui étaient au dehors. Mais, par aventure, ils étaient tous endormis, 5 sur des lits, 5 sur les dalles.
franchit leur corps épars, souleva la barre de la porte, l'anneau sonna, mais sans éveiller aucun des guetteurs. Elle franchit le seuil et le chanteur se tut. Sous les arbres, sans une parole, il la pressa contre sa poitrine. Leurs bras se nouèrent fermement autour de leur corps, et, jusqu'à l'aube, comme cousus par des lacs, ils ne se débrirent pas de l'étreinte. Malgré le roi et les guetteurs, les amants mènent leur joie et leur amour. Cette nuitée affola les amants, et les jours qui suivirent, comme le roi avait quitté Tintagel pour tenir ses plaies à Saint-Lubin. Tristan, revenu chez Ori, osa chaque matin, au clair de lune, se glisser par le verger jusqu'aux chambres des femmes. Un cerf le surprit et s'en fut trouver André, de Nolin et Condoïne. « Seigneur, la bête que vous croyez délogée est revenue au repère. »« Qui ? Tristan. Quand l'as-tu vu ? » ?»« Ce matin, et je l'ai bien reconnu, et vous pourrez pareillement, demain à l'aurore, le voir venir, l'épée sainte, un arc dans une main, deux flèches dans l'autre. Où le verrons-nous ? Par telle fenêtre que je sais, mais si je vous le montre, combien me donnerez-vous ? 30 marcs d'argent, et tu seras un manant riche. Donc, écoutez, dit le cerf. On peut voir dans la chambre de la reine par une fenêtre étroite qui la domine, car elle est percée très haut dans la muraille. Mais une grande courtine tendue à travers la chambre masque le perduis. Que demain l'un de vous trois pénètre bellement dans le verger, il coupera une longue branche d'épines et l'aiguisera par le bout. Qu'il se hisse alors jusqu'à la haute fenêtre et pique la branche, comme une broche, dans l'étoffe de la courtine. Il pourra ainsi l'écarter légèrement, et vous ferez brûler mon corps, Seigneur, si derrière la tenture vous ne voyez pas alors ce que je vous ai dit. André, Condoïne et de Nolin débattirent lequel d'entre eux aurait le premier la joie de ce spectacle. Et convinrent enfin de l'octroyer d'abord à Condoïne. Ils se séparèrent. Le lendemain, à l'aube, ils se retrouveraient. Demain à l'aube, beau Seigneur, gardez-vous de Tristan. Le lendemain, dans la nuit encore obscure, Tristan, quittant la cabane d'Ori le forestier, rampa vers le château sous les épées fourrées d'épines. Comme il sortait d'un hallier, il regarda par la clairière et vit Condoïne qui s'en venait de son manoir. Tristan se rejeta dans les épines et se tapit en embuscade. Ah, Dieu, fais que celui qui s'avance là-bas ne m'aperçoive pas avant l'instant favorable. L'épée au poing, il l'attendait, mais par aventure, Condoïne prit une autre voie et s'éloigna. Tristan sortit du hallier, déçu, banda son arc, visa. Hélas, l'homme était déjà hors de portée. À cet instant, voici venir au loin, descendant doucement le sentier, à l'amble d'un petit palefroid noir, de Nolin, suivi de deux grands lévriers. Tristan le guetta, caché derrière un pommier. Il le vit qui excitait ses chiens à lever un sanglier dans un taillis. Mais avant que les lévriers l'aient délogé de sa bauge, leur maître aura reçu telle blessure que nul médecin ne saura le guérir. Quand de Nolin fut près de lui, Tristan rejeta sa chape, bondit, se dressa devant son ennemi. Le traître voulut fuir vainement. Il n'eut pas le loisir de crier « Tu me blesses !» Il tomba de cheval. Tristan lui coupa la tête, trancha ses tresses qui pendaient autour de son visage et les mit dans sa chausse. Il voulait les montrer à Iseut pour en réjouir le cœur de son ami. Hélas, songeait-il, qu'est devenu Condoïne. Il s'est échappé,
cœur sanglant, il s'en fut, le chaperon en tête vers son ami. Au château de Tintagel, Condoïne l'avait devancé, déjà grimpé sur la haute fenêtre. Il avait piqué sa baguette d'épines dans la courtine, écarté légèrement deux pans de l'étoffe et regardé au travers la chambre bien rangée. D'abord, il n'y vit personne que Bérénice, puis ce fut Brangien qui tenait encore le peigne dont elle venait de peigner la reine aux cheveux d'or. Mais il se tendra, puis Tristan. Il portait d'une main son arc d'aubier et deux flèches dans l'autre. Il tenait de longues tresses d'homme. Il laissa tomber sa chape et son beau corps apparut. Ise de la Blonde s'inclina pour le saluer. Et, comme elle se redressait, levant la tête vers lui, elle vit projeter sur la tenture l'ombre de la tête de Condoïne. Tristan lui disait: vois-tu ces belles tresses? Ce sont celles de Denolin. Je t'ai vengé de lui. Jamais plus il n'achètera ni ne vendra écu ni lance. C'est bien, Seigneur, mais tendez cet arc, je vous prie. Je voudrais voir s'il est commode à bander. Tristan le tendit, étonné, comprenant à demi. Iseut prit l'une des deux flèches, l'encocha, regarda si la corde était bonne et dit à voix basse et rapide: je vois chose qui me déplaît, vise bien Tristan. Il prit la pose, leva la tête et vit tout au haut de la courtine l'ombre de la tête de Condoïne. Que Dieu fait-il? Dirige cette flèche. Il dit, se retourne vers la paroi, tire. La longue flèche siffle dans l'air, et mes rayons ni hirondelles ne volent si vite. Crève l'œil du traître, traverse sa cervelle comme la chair d'une pomme, et s'arrête vibrante contre le crâne. Sans un cri, Condoïne s'abattit et tomba sur un pieu. Alors Ise te dit à Tristan: fuis maintenant, ami, tu le vois, les félons connaissent ton refuge. André survit, il l'enseignera au roi. Il n'est plus de sûreté pour toi dans la cabane du forestier. Fuis, ami, Bérénice le fidèle cachera ce corps dans la forêt, et si bien que le roi n'en saura jamais nulle nouvelle. Mais toi, fuis de ce pays pour ton salut, pour le mien. Tristan dit: comment pourrais-je vivre? Oui, ami Tristan, nos vies sont enlacées et tissées l'une à l'autre, et moi, comment pourrais-je vivre? Mon corps reste ici, tu as mon cœur. Iseut, ami, je pars, je ne sais pour quel pays, mais si jamais tu revois l'anneau de jaspe vert, feras-tu ce que je te demanderai par lui? Oui, tu le sais. Si je revois l'anneau de jaspe vert, ni tour, ni fort château, ni défense royale ne m'empêcheront de faire la volonté de mon ami, que ce soit folie ou sagesse. Ami, que le Dieu né à Bethléem t'en sache gré. Ami, que Dieu te garde. Chapitre 14. Le grelot merveilleux. Tristan se réfugia en Galles sur la terre du noble duc Gilin. Le duc était jeune, puissant, débonnaire, et il l'accueillit comme un hôte bienvenu. Pour lui faire honneur et joie, il n'épargna nulle peine, mais ni les aventures ni les fêtes ne purent apaiser l'angoisse de Tristan. Un jour qu'il était assis aux côtés du jeune duc, son cœur était si douloureux qu'il soupirait sans même s'en apercevoir. Le duc, pour adoucir sa peine, commanda d'apporter dans sa chambre privée son jeu favori, qui, par sortilège aux heures tristes, charmait ses yeux et son corps. Sur une table recouverte d'une pourpre noble et riche, on plaça son chien, Petit Cru. C'était un chien enchanté,
sa beauté. Son poil était coloré de nuances si merveilleusement disposées que l'on ne savait nommer sa couleur. Son encolure semblait d'abord plus blanche que neige, sa croupe plus verte que feuille de trèfle. L'un de ses flancs rouge comme l'écarlate, l'autre jaune comme le savran. Son ventre bleu comme le lapis lazuli, son dos rosé, mais quand on le regardait plus longtemps, toutes ces couleurs dansaient aux yeux émués tour à tour, blanches et vertes, jaunes, bleues, pourprées, sombres ou fraîches. Il portait au cou, suspendu à une chaînette d'or, un grelot au tintement si gai, si clair, si doux, qu'à l'ouïr le cœur de Tristan s'attendrit, s'apaisa et que sa peine se fondit. Il ne lui souvint plus de temps de misère endurée pour la reine, car telle était la merveilleuse vertu du grelot. Le cœur à l'entendre sonner si doux, si gai, si clair, oubliait toute peine. Et tandis que Tristan, ému par le sortilège, caressait la petite bête enchantée, qui lui prenait tout son chagrin et dont la robe, au toucher de sa main, semblait plus douce qu'une étoffe de Samy, il songeait que ce serait là un beau présent pour Iseut. Mais que faire? Le duc Guilain aimait Petit Cru par-dessus toutes choses, et nul n'aurait pu l'obtenir de lui, ni par ruse, ni par prière. Un jour, Tristan dit au duc: Sire, que donneriez-vous à qui délivrerait votre terre du géant Urgan le Velu, qui réclame de vous de si lourds tributs? En vérité, je donnerais à choisir à son vainqueur parmi mes richesses celle qui tiendrait pour la plus précieuse, mais nul n'osera s'attaquer au géant. Voilà merveilleuse parole, reprit Tristan. Mais le bien ne vient jamais dans un pays que par les aventures, et pour tout l'or de Pavie, je ne renoncerai pas à mon désir de combattre les géants. Alors, dit le duc Guilain, que le Dieu né d'une vierge vous accompagne et vous défende de la mort. Tristan atteignit Urgan le Velu dans son repère. Longtemps ils combattirent furieusement. Enfin la prouesse triompha de la force, l'épée agile de la lourde massue, et Tristan, ayant tranché le point droit du géant, le rapporta au duc. Sire, en récompense, ainsi que vous l'avez promis, donnez-moi Petit Cru, votre chien enchanté. Ami, qu'as-tu demandé? Laisse-le-moi et prends plutôt ma sœur et la moitié de ma terre. Sire, votre sœur est belle est votre terre, mais c'est pour gagner votre chien fait que j'ai attaqué Urgan le Velu. Souvenez-vous de votre promesse. Prends-le donc, mais sache que tu m'as enlevé la joie de mes yeux et la gaieté de mon cœur. Tristan confia le chien à un jongleur de Galles, sage et rusé, qui le porta de sa part en Cornouailles. Le jongleur parvint à Tintagel et le remit secrètement à Brangien. La reine s'en réjouit grandement, donna en récompense 10 marques d'or au jongleur, et dit au roi que la reine d'Irlande, sa mère, envoyait ce cher présent. Elle fit ouvrir pour le chien, par un orfèvre, une niche précieusement incrustée d'or. Et de pierreries, et partout où elle allait, le portait avec elle en souvenir de son ami. Et chaque fois qu'elle le regardait, tristesse, angoisse, regret s'effaçaient de son cœur. Elle ne comprit pas d'abord la merveille. Si elle trouvait une telle douceur à le contempler, c'était, pensait-elle, parce qu'il lui venait de Tristan. C'était sans doute
mort à la fois. Par les mers, les îles et les pays, Tristan voulut fuir sa misère. Il revit son pays de Lenoir où Roald le foie tenant reçut son fils avec des larmes de tendresse. Mais ne pouvant supporter de vivre dans le repos de sa terre, Tristan s'en fut par les duchés et les royaumes, cherchant les aventures du Lounois en Frise, de Frise en Gavois, d'Allemagne en Espagne. Il servit maint seigneur, acheva mainte emprise. Hélas, pendant 2 années, nulle nouvelle ne lui vint de la Cornouaille, nul ami, nul message. Alors il crut qu'Iseut s'était éprise de lui et qu'elle l'oubliait. Or, il advint qu'un jour, chevauchant avec le seul Corvenal, il entra sur la terre de Bretagne. Ils traversèrent une plaine dévastée, partout des murs ruinés, des villages sans habitants, des champs ésartés par le feu, et leurs chevaux foulaient des cendres et des charbons. Sur la lande déserte, Tristan songea: je suis là et recrus. De quoi me servent ces aventures? Madame est au loin, jamais je ne la reverrai. Depuis 2 années, que ne m'a-t-elle fait quérir par les pays? Pas un message d'elle. Attend à Gel, le roi l'honore et la serre. Elle vit en joie. Certes, le grelot du chien enchanté accomplit bien son œuvre. Elle m'oublie, et peu lui chaud des deuils et des joies d'antan, peu lui chaud du chétif qui erre dans ce pays désolé. À mon tour, n'oublierai-je jamais celle qui m'oublie, jamais ne trouverai-je qui guérisse ma misère. Pendant 2 jours, Tristan et Corvenal passèrent les champs et les bourgs sans voir un homme, un coq, un chien. Au 3e jour, à l'heure de nonne, ils approchèrent d'une colline où se dressait une vieille chapelle, et tout près l'habitacle d'un ermite. L'ermite ne portait point de vêtements tissés, mais une peau de chèvre avec des haillons de laine sur les gines. Prosterné sur le sol, les genoux et les coudes nus, il priait Marie-Madeleine de lui inspirer des prières salutaires. Il souhaita la bienvenue aux arrivants, et tandis que Corvenal établait les chevaux, il désarma Tristan, puis disposa le manger. Il ne leur donna point de mets délicats, mais de l'eau de source et du pain d'ogre pétri avec de la cendre. Après le repas, comme la nuit était tombée et qu'ils étaient assis autour du feu, Tristan demanda quelle était cette terre ruinée. Beau seigneur, dit l'ermite, c'est la terre de Bretagne que tient le duc Hoël. C'était naguère un beau pays, riche en prairies et en terres de labour. Ici des moulins, là des pommiers, là des métairies. Mais le comte Riol de Nantes y a fait le dégât. Ses fourragers ont partout bouté le feu, et de partout enlevé les proies. Ces hommes en sont riches pour longtemps, ainsi va la guerre. Frère, dit Tristan, pourquoi le comte Riol a-t-il ainsi honni votre seigneur Hoël? Je vous dirai donc, seigneur, l'occasion de la guerre. Sachez que Riol était le vassal du duc Hoël. Or le duc a une fille, belle entre les filles de haut homme, et le comte Riol voulait la prendre à femme. Mais son père refusa de la donner à un vassal, et le comte Riol a tenté de l'enlever par la force. Bien des hommes sont morts pour cette querelle. Tristan demanda: le duc Hoël peut-il encore soutenir sa guerre? À grand-peine, seigneur. Pourtant son dernier château, Carhaix, résiste encore, car les murailles en sont fortes, et fort est le cœur du fils du duc Hoël, Caerdin, le bon chevalier. Mais l'ennemi les presse et les affame, pourront-ils tenir longtemps? Tristan demanda à quelle distance était le château de Carhaix. Sire, à 2000
Quand il s'arrêta au pied des murailles closes, il vit une troupe d'hommes debout sur le chemin de ronde et demanda le duc. Hoël se trouvait parmi ces hommes avec son fils Caërdan. Il se fit connaître et Tristan lui dit: Je suis Tristan, roi de Launois, et Marc, le roi de Cornouailles, est mon oncle. J'ai su, Seigneur, que vos vassaux vous faisaient tort, et je suis venu pour vous offrir mon service. Hélas, sire Tristan, passez votre voie et que Dieu vous récompense. Comment vous accueillir, Céan? Nous n'avons plus de vivres, point de blé, rien que des fèves et de l'orge pour subsister. Qu'importe, dit Tristan, j'ai vécu dans une forêt pendant 2 ans, d'herbes, de racines et de venaison. Et sachez que je trouvais bonne cette vie, commandez qu'on m'ouvre cette porte. Caërdan dit alors: Recevez-le, mon père, puisqu'il est de tel courage, afin qu'il prenne sa part de nos biens et de nos maux. Ils l'accueillirent avec honneur. Caërdan fit visiter à son hôte les fortes murailles et la tour maîtresse bien flanquée de bretèches palissadées, où s'embusquaient les arbalétriers. Des créneaux, il lui fit voir dans la plaine au loin les tentes et les pavillons plantés par le comte Riol. Quand il fut revenu au seuil du château, Caërdan dit à Tristan: Or, bel ami, nous monterons à la salle où sont ma mère et ma sœur. Tous deux, se tenant par la main, entrèrent dans la chambre des femmes. La mère et la fille, assises sur une courte pointe, paraient au froid une belle d'Angleterre, et chantaient une chanson de Doual. Elle disait comment belle doit être assise au vent sous l'épine blanche, attend et regrette Doune, son ami, si lent à venir. Tristan les salua, et elles le saluèrent. Puis les 2 chevaliers s'assirent auprès d'elle. Caërdan, montrant l'étole que brodait sa mère: Voyez, dit-il, belle amie Tristan, quelle ouvrière est madame. Comme elle sait à merveille orner les étoles et les chasubles pour en faire aumône aux moutiers pauvres. Et comme les mains de ma sœur font courir les fils d'or sur ce samis blanc. Parfois, belle sœur, c'est à droit que vous nous avez non Iseut au blanc chemin. Alors Tristan, connaissant qu'elle s'appelait Iseut, sourit et la regarda plus doucement. Or le comte Riol avait dressé son camp à 3000 de carré, et depuis bien des jours, les hommes du duc Hoël n'osaient plus pour l'assaillir franchir les barres. Mais dès le lendemain, Tristan, Caërdan et 12 jeunes chevaliers sortirent de carré, les haubers endossés, les aumes lacés, et chevauchèrent sous des bois de sapin jusqu'aux approches des tentes ennemies. Puis, s'élançant de la guet, ils enlevèrent par force un charroi au comte Riol, un charroi du comte Riol. À partir de ce jour, variant maintes fois ruse et prouesse, il culbutait ses tentes mal gardées, attaquait ses convois, navrait et tuait ses hommes, et jamais il ne rentrait dans carré sans s'y ramener quelque proie. Par là, Tristan et Caërdan commencèrent à se porter foi et tendresse, tant qu'ils se jurèrent amitié et compagnonnage. Jamais ils ne fausèrent cette parole comme l'histoire vous l'apprendra. Or, tandis qu'il revenait de ses chevauchées, parlant de chevalerie et de courtoisie, souvent Caërdan louait à son cher compagnon sa sœur Iseut au blanc chemin, la simple la belle. Un matin, comme l'aube venait de poindre, un guetteur descendit en hâte de sa tour et courut par les salles en criant: Seigneur, vous avez trop dormi, levez-vous, Riol vient faire la saillie. Chevaliers et bourgeois s'armèrent et coururent aux murailles. Ils virent dans la plaine briller les aumes, flotter les penons de sandales, et tout l'hoste de Riol qui s'avançait en bel arroi. Le duc Hoël
sa poitrine en criant « Carré !» Il était temps. Déjà les hommes d'Oel reculaient vers les belles. Alors il fit beau voir la mêlée des chevaux abattus et des vassaux navrés, les coups portés par les jeunes chevaliers et l'herbe qui sous leurs pas devenait sanglante. En avant de tous, Caerdin s'était fièrement arrêté en voyant poindre contre lui un hardi baron, le frère du comte Riol. Tous deux se heurtèrent des lances baissées. Le Nantais brisa la sienne sans ébranler Caerdin, qui, d'un coup plus sûr, écartela l'écu de l'adversaire et lui planta son fer bruni dans le côté jusqu'au gonfanon. Soulevé de sel, le chevalier vide les arçons et tombe. Au cri que poussa son frère, le comte Riol s'élança contre Caerdin, le frein abandonné. Mais Tristan lui barra le passage. Quand ils se heurtèrent, la lance de Tristan se rompit à son poing, et celle de Riol rencontra le poitrail du cheval ennemi, pénétra dans les chairs et l'étendit mort sur le pré. Tristan, aussitôt relevé, l'épée fourbie à la main. « Quoi, dit-il, la malle mort, Achillès le maître pour navrer le cheval, tu ne sortiras pas vivant de ce pré. »« Je crois que vous mentez, répondit Riol en poussant sur lui son destrier. Mais Tristan esquiva l'atteinte et, levant le bras, fit lourdement tomber sa lame sur le aume de Riol, dont il embarra le cercle et emporta le nasal. La lame glissa de l'épaule du chevalier au flanc du cheval, puis chancela et s'abattit à son tour. Riol parvint à s'en débarrasser et se redressa. À pied tous deux, l'écu troué fendu, le haubert démaillé, ils se requièrent et s'assaillent. Enfin, Tristan frappe Riol sur l'escarboucle de son aume. Le cercle cède et le coup était si fortement assené que le baron tombe sur les genoux et sur les mains. « Relève-toi si tu peux, vassal, lui cria Tristan. À la malheur es-tu venu dans ce champ, il te faut mourir. Riol se remet en pied, mais Tristan l'abat encore d'un coup qui fendit le aume, trancha la coiffe et découvrit le crâne. Riol implora merci, demanda la vie sauve, et Tristan reçut son épée. Il la prit à temps, car de toutes parts les Nantais étaient venus à la rescousse de leur seigneur. Mais déjà leur seigneur était récréant. Riol promit de se rendre à la prison du duc Oel, de lui jurer de nouveau hommage et foi, de restaurer les bourgs et les villages brûlés. Par son ordre, la bataille s'apaisa et son hoste s'éloigna. Quand les vainqueurs furent rentrés dans Carré, Caerdin dit à son père: « Sire, mandez Tristan et retenez-le. Il n'est pas de meilleur chevalier, et votre pays a besoin d'un baron de telle prouesse. » Ayant pris le conseil de ses hommes, le duc Oel appela Tristan. « Ami, je ne saurais trop vous aimer, car vous m'avez conservé cette terre. Je veux donc m'acquitter envers vous. Ma fille, Iseult aux blanches mains, est née de duc, de roi et de reine. Prenez-la, je vous la donne. »« Sire, je la prends, dit Tristan. »« Ah, Seigneur, pourquoi dit-il cette parole? Mais pour cette parole, il mourut. Jour est pris, terme fixé. Le duc vient avec ses amis. Tristan avec les siens. Le chapelain chante la messe devant tous à la porte du mouton.
avait-il en son cœur accusé son ami de trahison? Non, elle souffrait pour lui toute misère, et lui seul l'avait trahi. Mais il prenait aussi en compassion Ise de sa femme, la simple, la belle. Les deux Iseut l'avaient aimé à la malheur, à toutes les deux il avait menti sa voix. Pourtant, Iseut au blanc chemin s'étonnait de l'entendre soupirer, étendue à ses côtés. Elle lui dit enfin, un peu honteuse: Cher Seigneur, vous ai-je offensé en quelque chose? Pourquoi ne me donnez-vous pas un seul baiser? Dites-le moi que je connaisse mon tort, et je vous en ferai belle amantise, si je puis. Ami, dit Tristan, ne vous courroucez pas, mais j'ai fait un vœu. Naguère en un autre pays, j'ai combattu un dragon, et j'allais périr. Quand je me suis souvenu de la mère de Dieu, je lui ai promis que, délivré du monstre par sa courtoisie, si jamais je prenais femme, tout un an je m'abstiendrais de la coller et de l'embrasser. Or donc, dit Iseut au blanc chemin, je le s'ouvrirai bonnement. Mais quand les servantes au matin lui ajustèrent la guimpe des femmes épousées, elle sourit tristement et songea qu'elle n'avait guère droit à cette parure. Voilà. C'est terminé pour la lecture de ce soir. J'ai décidé de lire 3 chapitres parce que pour pouvoir continuer à en faire 2, enfin bref, il fallait que j'en lise 3 ce soir. Donc je pense que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Et de toute façon, je mettrai toujours les timestamps pour que vous puissiez retrouver les chapitres si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois. Je vous souhaite